Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir fidèles à notre rendez-vous, où que vous soyez. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Autour de moi pour vous informer, bonsoir à Valérie Beau dans J'écris ton nom. Bonsoir à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver. Eh bien moi j'écris le nom ce soir pour ma chronique de Blue Jean, qui est un film qui a été présenté au festival Chéri Chéri. Bonsoir Antoine pour son billet d'humeur. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Ben oui, un billet d'humeur, ça fait du bien à tous. Ce sera donc la surprise. Ah ben oui, bien sûr. Ouais. Queer and Pop, c'est avec David Alphen. Salut, il y avait longtemps David. Bah oui, bonsoir Brahim, ce soir on va parler des LGBT dans l'émission de télé Koh-Lanta. Ça va être passionnant tout à l'heure avec toi. L'actu avec Étienne Bonfait, femme, c'est son histoire et c'est le retour aussi. Ça fait plaisir de te revoir Étienne. Mais moi aussi ça me fait plaisir. Bonsoir à tout le monde. Dans la LGBTQ Actu, nous allons faire le point sur le massacre au Club Q par les football, folklore et ASMR avec Emilienne Ferrand. Formidable. Bonsoir à Julien Ponte qui revient parmi nous avec ses cartons roses pour le mondial au Qatar. Salut, comment ça va ? Bonsoir tout le monde. On va parler de la Coupe du Monde de football effectivement et on peut dire que pour les LGBT, c'est vraiment la cata au Qatar. Effectivement, bravo, c'est bien choisi. Et celui qui réalise l'émission aux manettes, notre fidèle Nathan Hilero. Bonsoir Nathan. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. On est toujours ravis de te voir en face de nous. Bah oui, écoute, l'aventure continue et puis voilà, on espère aussi que de nouvelles têtes arriveront au fur et à mesure de l'émission aussi et dans les futures émissions qui arriveront prochainement. C'est prévu. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Et on n'oublie pas bien sûr Annabelle. Bonsoir Annabelle et son invité pour une spéciale BD. Bonsoir à toutes et tous. Pour ce 13e épisode de la saison, on va parler procréation médicalement assistée, PMA. Non pas avec une bande dessinée Brahim, mais avec un album illustré jeunesse, La conception de Léo avec la PMA. Un livre qui s'adresse aux enfants, bien sûr, et aussi aux adultes. Pour nous parler de ce livre, nous avons le plaisir de recevoir son autrice, Sylvie Lee. Bonjour Sylvie, bienvenue. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir au sein de Homo Micro. C'est un grand plaisir de partager cette première interview avec vous. Eh bien, on est très fiers que tu nous aies accordé ce premier interview pour Homo Micro. Alors, on y va. Avant de parler de ton ouvrage, qui est collaboré avec une illustratrice qui s'appelle Vi Tran, apprenons un peu à te connaître. Française d'origine chinoise, tu as 35 ans, entrepreneur en informatique et autrice. Avec ton épouse, vous avez eu un fils en 2018 par PMA en Belgique. À cette époque, la PMA n'est pas autorisée en France aux femmes célibataires et couples de lesbiennes. Et vous allez connaître un parcours de combattante, des affronts administratifs, une certaine intolérance aussi. Mais tout ça n'enlève rien à votre bonheur d'avoir donné naissance à votre fils. À présent que le décor est planté, je te propose sans attendre que l'on emmène nos auditrices et auditeurs à la découverte de ton livre illustré jeunesse, La conception de Léo avec la PMA aux éditions 38 Lingua. Alors, comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre illustré ? Pendant ta grossesse à la première rentrée des classes ? J'ai pensé écrire ce livre jeunesse parce que je savais que tôt ou tard, mon fils allait nous poser la question de sa propre conception parce qu'il n'a pas de papa, mais il a deux mamans. Et donc, en décembre 2021, j'ai cherché des livres jeunesse qui expliquent la PMA et j'en ai trouvé très très peu et aucun ne me satisfaisait pleinement. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire mon propre livre et que je me suis lancée dans ce projet littéraire avec un héros très asiatique et qui en plus a deux mamans et qui explique la PMA. Et voilà, je voulais que mon fils puisse comprendre sa propre histoire parce que pour moi c'était important pour lui. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, on va décrire l'ouvrage. C'est un peu un retour en enfance. Souvenez-vous, vous étiez assis, calé au fond du canapé, vos petits pieds ne touchaient pas le sol et vous teniez un grand livre. Vous savez, cet album jeunesse qui vous invite à ouvrir vos petits bras pour le découvrir. Vous y êtes ? Continuons la description du livre de Sylvie. Les illustrations sont de teintes vives, chaleureuses, les couleurs de l'arc-en-ciel sont représentées. Ça sent bon le positif, ça donne envie de découvrir l'histoire qui va nous être narrée. C'est la sensation que tu voulais nous donner ?
Oui, je voulais que les gens, quand ils voient ce livre, sur la première page de couverture, ils comprennent directement que l'amour crée des familles arc-en-ciel, qui sont des familles avant tout. Et c'est pour ça que sur la première page de couverture, vous voyez Léo qui tient un drapeau LGBT et qui est embrassé par ses deux mamans qui l'aiment et qui est le fruit de cet amour. Et en bas, en arrière-plan, eh bien, vous voyez le voyage que ces deux mamans doivent faire de Paris jusqu'à l'hôpital belge à Bruges. Voilà. C'était vraiment important d'avoir ces deux notions pour illustrer ce livre. Alors poursuivons sur le contenu maintenant. Donc c'est un album de 36 pages composé d'une histoire illustrée au style naïf. Ça, c'est l'histoire à raconter aux petits enfants. Et on a aussi une partie textuelle, une partie sensibilisation pour les adultes qui traite de la PMA sans tabou. Tu es donc parti d'un sujet assez touchy, un sacré schmilblick, pour aboutir à une synthèse impactante pour tous tes publics visés. Est-ce que la conception de Léo avec la PMA, c'est le support dont tu aurais aimé disposer à l'époque ? Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai commencé avec ma femme ce parcours-là, nous étions un peu perdus. Et on a utilisé notre ami, un moteur de recherche, pour ne pas le citer, pour trouver des ressources. Et donc, j'aurais aimé avoir ce genre d'informations quand nous avions entamé ce parcours-là. C'est pour ça que j'ai ajouté cette deuxième partie qui explique la PMA, mais pas uniquement. C'est la fondation d'une famille homoparentale, parce que la PMA n'est que la première partie. Il y a également la deuxième partie qui est la partie légale. Et avec cette loi de bioéthique, la RCA, la reconnaissance conjointe anticipée, remplace l'adoption plénière et pourtant elle est méconnue de beaucoup de femmes lesbiennes. Donc j'ai vraiment voulu vulgariser cette loi et j'ai également voulu ajouter des ressources utiles pour aider les lesbiennes, aider les femmes seules qui veulent entamer un parcours de PMA avec plein de ressources, les ressources que j'ai moi-même utilisées, mais également des ressources que j'ai trouvées dernièrement, parce que c'est très important d'être bien entouré et d'être bien informé. Alors si tu avais disposé de cet ouvrage-là en 2022 et que vous vouliez faire une procréation par PMA, tu penses que ça t'aurait fait gagner beaucoup de temps ? Combien ? Du temps, de l'énergie ? Oui, du temps, de l'énergie et surtout aller plus vite et se dire en fait voilà, il y a un guide, il y a un step by step et pas à pas et on suit et c'est bon. Moins d'interrogations surtout, moins et de stress. Voilà. Moins de stress. Alors, en lisant le livre, on s'aperçoit que la loi de bioéthique existe, c'est génial, c'est une super avancée pour la PMA en France, pour les femmes célibataires ou les couples lesbiennes. En revanche, ce qu'on sait moins, ou pas du tout, tant qu'on n'est pas concerné, c'est que si la PMA en France est légalisée, c'est encore un parcours d'embûches. C'est long, pas assez de moyens techniques et humains. Ça peut être aussi discriminant selon l'interlocuteur qu'on a en face de soi, non sachant. Il semblerait que l'on ait encore de sacrés leviers d'amélioration pour la mise en œuvre efficace de cette loi. Tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Déjà, c'est important de savoir que cette loi de bioéthique du 2 août 2021 n'est pas une loi qui se résume à la PMA pour toutes. C'est une loi qui est bien plus complexe. En fait, elle constitue une avancée majeure dans l'égalité d'accès à la santé reproductive. Elle permet à des femmes de fonder de manière légitime et en toute légalité de nouvelles formes de famille, comme la famille monoparentale et les familles lesboparentales. Mais pourtant, elle n'est pas forcément bien appliquée sur le terrain. Et c'est ce que j'ai pu constater avec le bilan que des journalistes ont réalisé un an après son existence en août. En fait, c'est important de se rappeler qu'un parcours de PMA, c'est avant tout une aventure humaine pour concevoir la vie. Et quand je dis humaine, c'est que vous êtes amené en tant que patient à rencontrer des secrétaires, des médecins, des gynécologues, des notaires qui ont chacun leurs convictions, chacun leur avis sur qu'est-ce qu'une famille, leur avis sur l'homosexualité, la maman solo, et qui peuvent donc être discriminants ou bienveillants ou tolérants vis-à-vis de votre propre dossier. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu sensibiliser à cette loi et faire un bilan de cette loi après un an et montrer que les femmes seules et les femmes lesbiennes doivent faire face à des difficultés en plus, comme des limites d'âge imposées par les sécos, qui sont des limites illégales. Alors, qu'est-ce que c'est que le sécos pour nos auditrices, auditeurs ? Le sécos, c'est le centre d'études et de conservation des œufs et du sperme. C'est là où sont stockés, gérés les dons de sperme et les dons d'ovocytes. Et ce sont des centres publics, c'est-à-dire ce n'est pas géré par le privé, c'est géré par le gouvernement.
Il y a également, par exemple, des preuves de vie commune qui sont demandées à des couples lesbiens, alors même que la PMA, c'est possible sans être marié ni pacsé maintenant. Et les femmes constatent également une vraie hétérogénéité des parcours, parce que, par exemple, pour faire un parcours de PMA, vous commencez par des entretiens d'information avec des médecins, des gynécologues et des psychologues. Et en fait, le nombre de ces entretiens et leur séquence et les critères d'acceptation de chaque dossier de PMA sont à la discrétion de chaque centre. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait être dans un centre gay-friendly ou maman solo-friendly et dans un centre où c'est l'inverse. Mais heureusement, il y a quand même de bonnes nouvelles avec la naissance de la petite Zola dernièrement, qui est un bébé issu de la PMA de cette loi. Très bien. Et je crois aussi tu as rencontré des soucis, toi, avec, par exemple, le service d'état civil. Là, on rencontre des problèmes. Je n'ai pas rencontré de soucis. J'ai lu des communiqués de presse des enfants d'Arc-en-Ciel qui ont expliqué qu'il y avait des blocages juridiques et administratifs pour les femmes lesbiennes qui ont fait la RCA ou la RCP, reconnaissance conjointe a posteriori. En fait, ça signifie que même si la loi elle a été votée, il y aurait des officiers d'état civil qui ne connaîtraient pas la loi, qui ne connaîtraient pas la circulaire du ministère de la Justice du 21 septembre 2021 qui explique la PMA et qui explique la RCA avec des fiches pratiques et qui donc crée des situations familiales compliquées parce que la mère sociale, c'est-à-dire celle qui n'a pas porté l'enfant, eh bien, elle n'existe pas aux yeux de la loi. Et donc moi, personnellement, quand j'ai dû faire l'adoption plénière de mon enfant avec ma femme, le fait de savoir que pendant tout le processus de l'adoption plénière, si je décédais, c'était ma mère, ma propre mère qui devenait le parent légal, c'était une angoisse, une anxiété au fond de moi que j'avais pendant toute la durée de cette adoption et qui a duré plus longtemps avec le confinement, qui a causé un ralentissement du fonctionnement des tribunaux. Merci Sylvie de ce témoignage. Alors, on va parler de toi maintenant. Tu aimes raconter des histoires, tu aimes transmettre au plus grand nombre. Et avec la conception de Léo avec la PMA, c'est une première fois dans tout. Premier roman illustré, premier livre jeunesse, premier livre témoignage, première collaboration artistique avec l'illustratrice Vitrane et premier livre auto-édité. Tu veux bien nous raconter en quelques mots comment tu as géré toutes ces premières fois ? Oui, c'est mon premier album jeunesse et j'ai directement attaqué un thème difficile comme comment expliquer comment on fait les bébés sans papa. Et donc mon manuscrit a connu une dizaine de versions pour être intelligible pour un enfant de 4 ans avec les mots adaptés. Ensuite, j'ai fait un storyboard et j'ai fait les illustrations à 4 mains avec Vitrane. Je voulais que les images complètent le texte parce que les enfants lisent avant tout avec les images. Et ensuite, j'ai également dû trouver un imprimeur et faire la maquette. Et voilà, mais en tout cas, le jeu en vaut la chandelle parce que je suis très fière que cet album soit soutenu par les enfants d'Arc-en-Ciel, la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, et également l'Association des jeunes chinois de France, la JCF. Pour moi, leur soutien constitue une vraie reconnaissance du travail accompli. Alors, on est quoi aujourd'hui? On est le 28 novembre, Noël approche. La conception de Léo avec la PMA fera un excellent cadeau à placer sous le sapin. Dis-moi, comment on peut se le procurer? Vous pouvez le commander sur 38 Lingua parce qu'il est auto-édité. Vous pouvez également le trouver au Mot à la Bouche, une librairie LGBT à Paris. Et sinon, vous pouvez également vous le procurer lors des rencontres littéraires que j'organise actuellement avec la JCF et prochainement avec Collectif Sésame F, qui est la première association LGBT avec des personnes d'origine chinoise. Très bien. Il y aura peut-être un petit frère à l'album? J'ai envie de créer d'autres livres jeunesse inclusifs. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Allez, une dernière question avant de nous quitter. Je suis certaine que tu peux être un rôle modèle LGBT inspirante pour certain nombre d'auditrices et d'auditeurs aussi. Alors, comment faire pour ne rien rater de ton actualité artistique? Est-ce que tu as un site web? Tu es sur les réseaux sociaux? Oui, 38 Lingua ou sur LinkedIn, Sylvie Lee. Et 38 Lingua, c'est donc la maison d'édition? Tout à fait. Que tu as créée? Oui. Très bien. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et bientôt, pour d'autres aventures, vous allez certainement nous présenter d'autres ouvrages dans quelques temps. Oui, avec grand plaisir. Merci. Merci D'avoir répondu à l'invitation. À bientôt. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et tout de suite, c'est l'info LGBT+, avec Étienne Bompé-Femme. Raymond Green-Vance, Kelly Loving, Daniel Ashton, Derrick Crump et Ashley Poe. Voici le nom des 5 victimes de l'attaque homophobe perpétrée dans une boîte gay dans le Colorado le 19 novembre 2022, à quelques minutes de la journée du souvenir trans.
5 victimes? Non. Il y a bien sûr la vingtaine de blessés lors de cet attentat, mais aussi l'ensemble de la communauté LGBTQI+, qui lit tous les jours dans les journaux le nombre d'atteintes à leur dignité, essence, voire existence. On ne compte plus les lois proposées aux États-Unis pour supprimer nos droits. On ne compte plus les attaques verbales froides habituelles à notre rencontre. Les va te faire enculer sale PD qui rythment les matchs de foot et font rire le capitaine de l'équipe de France. On ne compte plus les agressions, micro ou mortelles dans nos rues. On compte aujourd'hui nos morts. Alors qu'elle tirait dans la foule avec un fusil d'assaut, Anderson Lee Aldrich, 22 ans, a été maîtrisé par 2 clients, dont un ancien militaire qui a servi en Irak et en Afghanistan. Yael est aujourd'hui accusée de meurtre aggravé d'homophobie. Ah oui, parce que, comme on n'est pas une contradiction près, la suspecte se définit comme non-binaire selon son avocat. Son papa, mormon, ancien acteur porno et athlète de MMA, nous a partagé ses émotions dans la presse. Quand il a découvert que son fils a fait ce qu'il a fait dans un bar gay, il a paniqué. Quoi ? Mon fils est gay ? Puis il a compris qu'il a juste massacré 5 personnes et a pu souffler « Ouf, il n'est pas gay ». En effet, on ne fait pas dans les gays chez nous, explique-t-il. Souvent, il suffit de voir les parents pour comprendre les actes de leurs enfants. Ce drame s'est passé exactement 4 jours après l'annonce de Donald Trump de se représenter pour un 2e mandat en 2024 plutôt, dans le cadre d'un discours grandiloquent lors duquel il a attaqué les personnes trans gratuitement. Comme ça, il a déclaré qu'il ne laisserait pas des hommes participer à des sports de femmes. Les mots galvanisent et tuent, et les mots de Trump vont revenir encore et encore. Son compte Twitter a été réactivé. Prêt pour des goulis de merde. Que s'est-il passé en Inde, Étienne ? Eh bien, le vendredi 25 novembre, la Cour suprême d'Inde a décidé d'examiner une requête déposée par un couple d'hommes gays réclamant la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe. Cet examen fait suite à l'abolition en 2018 de la loi d'interdiction de l'homosexualité qui datait du pouvoir colonial. Merci la colonisation. Si l'État reconnaissait le mariage entre personnes de même genre, ce serait une avancée magnifique pour le monde. Le 2e pays le plus peuplé au monde, avec ses 1,4 milliard d'habitants, permettrait de faire un bond dans la reconnaissance de nos droits. Tu aurais rêvé être footballeur professionnel, tu vas nous parler foot. Et oui, et pas vestiaire, hélas. Tout a été dit sur le mondial de football, les discriminations envers les LGBTQI+, les plus de 6500 morts de migrants pour construire des stades où il fait froid parce que la climatisation est trop forte, la consommation d'alcool interdite alors que la manifestation est sponsorisée par Budweiser, etc., etc. J'ai envie de noter ce soir l'interdiction, sous peine de sanctions sportives par la FIFA, du port du brassard One Love, dont je vous ai déjà parlé, avec ses couleurs bisounours, censées rappeler le drapeau arc-en-ciel LGBTQI+, mais surtout de ses réactions du footballeur australien gay Josh Cavallo qui a fustigé la FIFA, accusant la Fédération internationale de faire du foot un lieu qui n'est pas ouvert à tous, alors que les LGBTQI+ friendly et la communauté LGBTQI+ dans son ensemble œuvrent tous les jours à rendre ce sport inclusif. De son côté, l'équipe de football d'Allemagne s'est ostensiblement mis la main devant la bouche sur la photo d'équipe pour protester contre les menaces de sanctions de la FIFA, contre lesquelles elle devrait porter plainte dans les prochains jours. L'équipe iranienne a quant à elle refusé de chanter son hymne national lors de son premier match en soutien aux victimes de manifestations durement réprimées dans leur pays. Le foot est politique. En France, c'est peut-être notre passé collabo qui veut ça, nous nous plions aux injonctions. Nous pourrions juste dire qu'on respecte les ordres. Non, Hugo Lloris, notre cher capitaine de l'équipe nationale, a déclaré qu'il refusait d'arborer les couleurs du brassard anti-discrimination One Love par, je cite, « respect pour le Qatar ». Oui, on ne doit pas leur jeter la pierre, ils la réservent déjà pour nous. Bon, je nous évite le point Godwin, soyons meilleurs que Lloris, je ne compare pas les Qataris aux nazis, etc., etc. Mais en parlant de PD, tiens, Hugo Lloris a également déclaré que les insultes entendues dans les stades relevaient du folklore faisant partie du décor. Hâte d'avoir son avis sur le viol conjugal et la maltraitance des enfants. Tout un programme qui nous livrera, j'en suis sûr, dans son livre des bonnes manières. Franchement, ce serait très drôle si ce type n'était pas vénéré par des générations de gamins qui le regardent comme un héros et un modèle. Et pendant ce temps, en Russie... Oui, parlons du précédent pays hôte de la Coupe du Monde de foot, aka la Fédération de Russie. Les députés russes ont adopté jeudi des amendements élargissant considérablement le champ d'application d'une loi interdisant la propagande LGBTQI+. Désormais, promouvoir les relations sexuelles non traditionnelles est interdit. Cette solution va protéger nos enfants et l'avenir de ce pays contre les ténèbres répandues par les États-Unis et les pays européens, a déclaré dans un communiqué le chef de la chambre basse du Parlement, la Douma, Monsieur Volodine. Premier livre visé a priori, ce serait Lolita de Nabokov. Avant la musique, tour de table, la parole circule. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces infos ? Notre invité, peut-être ? Comment ? Qu'est-ce que tu as retenu de ces infos, de ce qui vient d'être dit ? Il y a encore beaucoup de choses à faire concernant les droits LGBT qui peuvent être remis en question très rapidement. Annabelle ?
Le foot, toujours le foot. Et Julien va nous en parler après. Mais t'en as pas parlé, mais c'était quoi ? Il y a une semaine à peu près, c'était l'ex-première ministre du Danemark qui était venue avec une jupe arc-en-ciel. J'ai trouvé ça fabuleux. J'en suis sûre que si on lui avait dit de l'enlever, ses dessous étaient aussi arc-en-ciel. Ah ouais, c'est clair. Valérie ? Oui, c'est effrayant le recul, on va dire, des droits LGBT. Et sur le film là dont je vais parler, ma chronique, les années Thatcher, on en était à ce niveau-là d'interdiction de la propagande dans les écoles de l'homosexualité. Et c'était jusqu'en 2004, et à côté de chez nous. Ah ouais. David ? Je retiens la vidéo du papa du terroriste qui a tué tous ces gens au Colorado, parce que je trouve qu'effectivement ça explique beaucoup. Il suffit de voir la vidéo qui dure 20 secondes et on comprend pourquoi le gamin a fait ça. On a envie de dire effectivement, des fois une bonne thérapie ça ferait du bien à tout le monde, parce que vraiment dire, effectivement, en plus il zozote, il bafouille, il parle bizarrement, il a l'air d'être défoncé sous la drogue, l'alcool et tout ce qu'il veut. Voilà, donc franchement j'ai envie de dire que le gamin quelque part, le gamin est presque lui-même une victime. De son père et de sa famille et de son milieu social. Pour adoucir les mœurs, Étienne, tu nous proposes un grand morceau musical. Tout à fait. Comment ne pas évoquer Mylène Farmer ce soir ? La chanteuse revient avec un nouvel album, L'Emprise, 14 titres dont 2 remixes. Cet opus, écrit par Woodkid et le groupe Aaron, est bon. Même le meilleur depuis Anamorphosé, selon le directeur musical des antennes du groupe Radio France, Didier Varro. Personnellement, je n'aime pas Mylène Farmer. Je ne comprends pas cette fascination pour cette femme qui gémit, ou en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait dans le micro, de la SMR. Des fois, est-ce que c'est de l'anglais, du français ? Bref, j'aime pas la meuf. C'est fou. Ok, bon, on vient de perdre la moitié de nos auditeurs et auditrices qui vient juste de s'amasser autour du studio avec des cravaches sorties d'un de ses clips des années 80, quand elle était encore audible. Bref, malgré tout ça, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé cet album. Mylène revient avec une voix de gorge audible, effectivement, elle articule, le son de Woodkid est juste bon, et les textes, même s'ils restent toujours un peu sibyllins, sont bien écrits et intéressants. Et oui, l'emprise, c'est la drogue que notre communauté connaît hélas que trop bien, avec ces 3 MMC qui font des ravages dans le cadre de soirées chemsex. Alors pour finir cette chronique, j'ai envie de vous laisser avec une chanson très originale pour son répertoire, selon moi, Rallumer les étoiles, Mylène Farmer. Compter les heures, l'eau est rare, et descendre au plus profond de soi. L'édifice est solide, je le vois. Redonner de la vie aux années, redonner aussi la goût d'aimer, apprendre à écrire ses blessures dans le sable qui murmure. Qu'on n'a plus peur du noir, accueillir dans ses entrailles, ses failles. Juste un détail, ne plus se faire de mal. Juste un détail, le déluge après moi. Juste un détail, ne plus se faire de mal. Juste un détail, le déluge après moi. I feel it, I feel it, I feel
pour mieux tourner la page. Nul regret du passé. I feel love. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Pour le mondial au Qatar, Julien, tu es le porte-parole du collectif Rouge Direct contre l'homophobie dans le football. Ce soir, pour ta deuxième chronique, tu vas sortir un nouveau carton rose contre la FIFA et le Qatar, les organisateurs de cette Coupe du Monde de football, ce mondial qui a mis en lumière une législation parmi les plus répressives contre les LGBT. Raconte-nous les derniers épisodes de cette série noire, et je dirais même très très noire. Oui, Brahim, on peut effectivement parler de série noire au Qatar pour la cause LGBT. Résumé rapide des épisodes précédents. Le Qatar a été désigné pays d'accueil de la Coupe du Monde de football il y a 12 ans, à grand renfort de trafic d'influence et de corruption, dans la grande tradition de la FIFA. Et on sait que déjà à l'époque, en 2010, la France avait joué un rôle particulièrement actif dans ce choix, et que le Qatar avait trouvé en Nicolas Sarkozy un influenceur de choc. Le deal était le suivant, l'achat d'avions Rafale et du PSG contre la Coupe du Monde. Alors, vos histoires de droits de l'homme, vous savez, ça ne nous intéresse pas. Il y a des gens comme l'abbé Pierre ou Sœur Emmanuel que ça intéresse. Et plus le temps a passé, plus le coup d'envoi du mondial s'est rapproché, plus les scandales ont éclaté, avec les chantiers pharaoniques en plein désert qui ont coûté la vie à 6500 travailleurs esclaves, un désastre écologique avec des stades climatisés jour et nuit, au point que les spectateurs se sont plaints ces derniers jours d'être gelés, et c'est véridique. Et puis évidemment la persécution des LGBT qui risque les guet-apens, les arrestations, les mauvais traitements des forces de sécurité qataris qui sont épaulés depuis quelques semaines par 220 policiers et gendarmes envoyés par la France. Et tout cela continue à l'heure où nous parlons, comme le documente régulièrement l'ONG pour les droits humains Human Rights Watch. Les LGBT qui, je le rappelle, risquent au Qatar 7 ans de prison et même la peine de mort s'ils sont eux-mêmes de confession musulmane. Alors la semaine dernière a été marquée par un bras de fer entre d'un côté le Qatar et la FIFA et de l'autre un groupe de fédérations européennes qui se sont positionnées pour défendre les droits de l'homme et dénoncer la répression des LGBT à travers le port d'un brassard One Love, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien ça, Brahim. Alors, il s'agit de 7 fédérations européennes, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, le Pays de Galles, le Danemark et la Suisse. Et pas la France, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc les capitaines de ces équipes, de ces 7 fédérations, dont Harry Kane, l'anglais Emmanuel Neuer, avaient clairement affiché la volonté de porter le brassard dit One Love, brassard formé de couleurs qui ne respectent pas vraiment les couleurs de la communauté LGBT, mais franchement, au point où on en est, on l'aurait pris, ce brassard One Love, comme une marque de soutien et de solidarité. Mais voilà, au Qatar, on ne plaisante pas avec l'homosexualité, il n'y a pas de ça chez nous. Et la FIFA, très servile, a trouvé le moyen de calmer les ardeurs de nos héros. Elle avait dans un premier temps menacé les fédérations de payer des amendes en cas du port du brassard One Love. Ce à quoi les fédérations avaient répondu, Balek, on s'en fout. Si c'est ça, on les paiera vos amendes. Donc il allait falloir trouver autre chose. Et en matière de perversité, ça, on peut leur faire confiance et on n'a pas été déçus. Ils ont trouvé un autre stratagème avec la menace d'un carton jaune direct pour tout joueur qui porterait le brassard One Love, et donc la menace d'un deuxième carton jaune, toujours possible en cours de compétition, qui signifierait la fin du mondial pour ce joueur. Bien vu, faire peser l'intimidation sur une personne qui risquerait de voir le rêve de toute une vie s'effondrer brutalement, c'est vicieux, mais ça a marché. Enfin, ça a marché à moitié, vu que l'équipe d'Allemagne a posé en début de match en portant la main sur leur bouche pour dénoncer la censure sur les droits humains lors du mondial. Et l'équipe d'Angleterre a posé un genou à terre. Et le président de la fédération du Danemark, Jesper Møller, a exprimé sa colère face aux pressions de la FIFA pour interdire le brassard One Love. Et il s'est coordonné avec la fédération allemande pour étudier la possibilité de saisir le tribunal arbitral du sport. Tu nous disais, Julien, que la France ne s'était pas associée à ce mouvement de désobéissance. Pourquoi ? Est-ce que ça dit que des différences en Europe dans la prise en compte et la lutte contre les LGBT-phobies dans le football, c'est toujours ça ? Oui, ça c'est un point qui est très important. C'est un des enseignements de ce mondial sur lequel il faut s'arrêter un instant.
Oui, parce que la France, comme l'Espagne, ont refusé de s'associer au mouvement de résistance mené par d'autres nations européennes, disons celles situées au nord de l'Europe. Et pour en avoir parlé avec une journaliste italienne, elle me confiait que si l'Italie avait été qualifiée pour le mondial, le choix de l'Italie aurait été sans doute de se ranger aux côtés de la France et de l'Espagne. Alors cette différence entre pays du nord et du sud de l'Europe, nous on la connaît bien, et depuis longtemps au collectif Rouge Direct, parce que depuis de longues années, on dénonce l'inaction des instances du foot en France, la FFF et la Ligue de foot professionnelle, la LFP qui organise le championnat de France professionnel et qui ne sanctionne jamais les chants homophobes qui sont pourtant systématiques dans les stades. Alors des chants homophobes qui relèvent parfois et même souvent de l'incitation à la haine et de l'appel au meurtre en raison de l'orientation sexuelle, comme le célèbre « Il faut les tuer, CPD de Parisiens » ou de Toulousains ou de Lillois. Vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde chaque week-end. Alors pour faire avancer les choses, nous on regarde aussi ce qui se fait chez les voisins européens. Et là on prend la mesure de l'incurie des instances du foot français. L'incurie, ça veut dire qu'ils s'en foutent totalement. Alors, par exemple, en Angleterre, il y a une politique de tolérance zéro qui a été appliquée contre les injures et les chants discriminatoires, notamment homophobes. Les clubs d'Arsenal ou de Chelsea ont pris des sanctions contre quelques-uns de leurs supporters, des interdictions de stade parfois de plusieurs années, des sanctions ciblées sur les auteurs des injures identifiés par la police et les moyens vidéo. Et les Pays-Bas ont adopté le même genre de dispositif, avec en plus la possibilité de sanctions alternatives, comme la suspension de l'abonnement au match, conditionnée au suivi d'un stage de sensibilisation auprès d'une association LGBT. Par ailleurs, en Angleterre, des clubs de supporters LGBT se sont créés et portent les couleurs arc-en-ciel dans les stades, ça fait de mal à personne. Et ces clubs de supporters LGBT, ils ont vu le jour grâce à l'implication de la Ligue et de la fédération anglaise, mais aussi des clubs, des joueurs et des entraîneurs, comme l'entraîneur de Liverpool, l'irrésistible Jürgen Klopp, qui échange avec eux et adresse régulièrement des messages inclusifs en direction de la communauté LGBT. Et l'Allemagne, l'an dernier, eh bien, ce sont 800 footballeurs professionnels qui ont adressé un message de soutien aux LGBT en une du 11 mondial ou du France Football local, qui s'appelle le Elf Freunde. Et ce message en une, c'était « Vous pouvez compter sur nous ». 800 footballeurs professionnels qui s'engagent clairement pour l'inclusion des LGBT, c'est énorme. Et en France, eh ben, ça n'existe pas. Et pourquoi ça n'existe pas ? Ah ben ça c'est très simple, Brahim. Il faut juste écouter Noël Le Graët, le président de la FFF. C'est très simple. Il n'y a ni racisme ni homophobie dans le football, c'est évident. Et l'ancien international Vicente Lizarazu, qui est consultant TF1 pour le mondial, il en a rajouté une couche il y a quelques mois dans l'émission Quotidien en affirmant qu'il n'avait jamais été témoin d'homophobie tout au long de sa carrière. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc voilà, pour conclure, Brahim, je dirais que Noël Le Graët, il incarne vraiment le refus de reconnaître l'homophobie dans le football en France et le refus de mettre en place un plan d'action pour la combattre. Et ce mondial, au moins, il a le mérite de l'avoir révélé de façon éclatante et spectaculaire avec cette affaire du brassard One Love. Parce que quand on l'interroge sur le sujet, Noël Le Graët, il répond dans l'équipe, il y a quelques jours, que le brassard ne sera pas porté en équipe de France car, je cite, Noël Le Graët suit les directives de la FIFA. Point final. Mais attendez, on l'a connu un peu plus désobéissant vis-à-vis des directives de la FIFA, Noël Le Graët. On s'en souvient, en 2019, la circulaire numéro 1682, adressée par la FIFA à toutes les fédérations mondiales, demande d'appliquer une tolérance zéro face aux discriminations, dont l'homophobie, en sifflant, si nécessaire, des arrêts de match. Et là, on a eu affaire à Noël Le Rebelle, qui avait su se montrer très désobéissant, en déclarant que... il ne respecterait pas ces directives de la FIFA et qu'il donnerait des consignes pour ne pas arrêter les matchs pour des faits d'homophobie, alors qu'il les arrêterait pour des faits de racisme. Alors il introduisait une discrimination parmi les discriminations. Ça n'avait aucun sens au regard des règlements sportifs et de la loi qui considèrent évidemment au même niveau de gravité toutes les discriminations. Mais à cette occasion, Noël Le Graët déjà donné la preuve qu'il verrouillerait toute avancée pour faire reculer l'homophobie dans le foot. Et il persiste et il signe au Qatar. Voilà, donc on avait demandé à Noël Le Graët de retirer ses propos à ce moment-là, en 2019, et on avait reçu un courrier où il acceptait effectivement de retirer ses propos. Ça, c'était un combat qu'on avait remporté en 2019. Mais là, il y a un nouveau combat qui est en train de se jouer en ce moment au Qatar. Et on peut dire que ça se présente très mal.
Pourquoi ? Parce que on a assisté avec vraiment une très grande douleur au naufrage de Morgan Freeman, qui a donné le coup d'envoi lors de la cérémonie d'ouverture du mondial. Et hier, c'était au tour d'Emmanuel Macron d'apporter son soutien au Qatar. Emmanuel Macron qui constate, je cite, des changements concrets. Alors, on n'est pas vraiment sûr que les LGBT au Qatar constatent les mêmes changements concrets, ni les 6500 morts sur les chantiers, mais on n'est jamais obligé de croire ce que raconte Emmanuel Macron. Et puis, il y en a un autre aussi, que les persécutions des LGBT au Qatar ne perturbent pas trop, et c'est quelqu'un qu'on adore, c'est Maître Gims, qui va se produire pour la finale du mondial. Mais alors là, les Qataris, c'est bien fait pour vous, accrochez vos turbans, et si vous pouvez le garder chez vous, on vous le laisse, c'est cadeau. Voilà, donc bref, on rigole, mais on n'est quand même pas très rassuré pour la suite. On n'a pas entendu beaucoup d'indignation en France ou d'appel à la mobilisation pour le respect des LGBT. Mais bon, on ne sait jamais, le mondial au Qatar n'est pas fini et comme disait ma grand-mère, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Merci Julien Ponte. Alors, avec tout ça, la coupe est vraiment pleine, Antoine Duvignal. Tu me voles mon titre. Oui, alors voilà, c'est un genre billet d'humeur. Oui, la coupe est pleine. Alors, je voulais revenir sur cette déclaration récente du chef de l'État qui, dans un bel élan de démagogie, a déclaré, je cite, « Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport ». Alors, en entendant ça, j'ai été plus que surpris, je dirais presque humilié, sans doute comme beaucoup de Français d'ailleurs. Avoir si peu de respect pour l'intelligence de nos compatriotes, c'est assez insupportable. Ne pas politiser le sport, en voilà une nouvelle qu'elle est bonne, mais c'est complètement absurde. Le sport est totalement politique. Comment oser soutenir le contraire ? Le sport pas politisé ? Quand on se souvient à quel point en 2018 la Russie tenait à organiser la Coupe du Monde de football, pas politisé. Quand on sait l'enjeu que représentaient pour la Chine les Jeux Olympiques d'hiver en 2022, pas politisé. Quand on observe à quel point la bataille est âprement engagée pour savoir si la prochaine Coupe du Monde sera attribuée à l'Arabie Saoudite ou à la Chine, encore elle. Bon, c'est vrai, dans la bouche des politiques, on entend souvent « tout est politique ». Eh bien oui, le sport, lui aussi, est politique. Il brille de mille feux comme une pépite d'or que tout le monde s'arrache et sur laquelle toutes les autorités veulent mettre la main, particulièrement les pays autocrates d'ailleurs, et plus précisément toutes ces gazo-dictatures où la liberté d'expression est bafouée, où les libertés LGBTQI+, sont réprimées brutalement, pénalement. Au nombre de celles-ci figure bien sûr, et en bonne place, le Qatar, avec lequel la France entretient d'excellentes relations. Un pays très riche en gaz, généreux ami de la France, bon client de ses armements, propriétaire du PSG. On comprend que dans ces conditions, au sommet de l'État, sans trop d'esprit frondeur, on est suivi avec zèle l'ordre de la FIFA de ne pas porter le brassard One Love. Il ne faut pas politiser le sport, dites-vous, mais que fait la ministre allemande de l'Intérieur quand elle a la folle audace de porter le brassard One Love dans les tribunes ? Que fait l'équipe du même pays en se muselant symboliquement la bouche ? Que fait l'équipe d'Iran quand elle refuse de chanter son hymne national ? Et que fait le président de la République en annonçant qu'il se rendra au Qatar si les Bleus arrivent en finale ou en demi-finale ? Bon, allez. Ne pas politiser le sport, mais quelle belle faux-cuterie, quelle tartufferie. C'est vraiment prendre les Français pour des benets. Décidément, oui, la coupe est pleine. La coupe est effectivement pleine et un tour de table, parce que ça mérite quand même des réactions pendant quelques minutes avant de finir avec nos deux sympathiques chroniqueurs et chroniqueuses, Valérie et David. Une réaction, Valérie ? J'espère un sursaut d'une bonne surprise. Je ne sais pas, une équipe qui va se révolter et où tout le monde portera le brassard. Je ne sais pas, j'espère un revirement politique d'ici la fin des compétitions. David ? Je vois pas comment il peut y avoir un intérêt pour les LGBT à partir du moment où il y a des stades climatisés qui vont faire beaucoup de mal au climat et au monde et qui pour le coup touchent tout le monde, et on a vécu en France un été à 40 degrés pendant 3 mois, et donc l'été prochain je pense que les 1 mois de clim au Qatar on va le sentir. Donc je me dis qu'à partir du moment où l'humanité ne s'intéresse pas vraiment à cette question-là, alors les LGBT on est au fin fond du trou pour eux. Pas très optimiste. Merci pour vos chroniques, Antoine Duvignal et Julien. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Autour de cette table, est-ce que vous sentez l'âme d'aventurier ?
Je désigne Annabelle, chef de l'équipe bleue, et Antoine, chef de l'équipe rouge. Peut-être que nos auditrices et auditeurs seraient prêts à jouer les Robinson Crusoe sur une île déserte pour rejoindre Annabelle et Antoine ? Vous l'aurez compris, on va vous parler de Koh-Lanta, puisque David, tu termines ce soir ta chronique sur les LGBT dans la télé-réalité, dans ta rubrique Queer and Pop. Et oui, Brahim, vous avez peut-être entendu parler de Koh-Lanta ou Survivor aux États-Unis, mais qui était au début Expédition Robinson, une émission suédoise qui a été créée et lancée en 1997. Ça commence à remonter. Et le concept, sûrement vous le connaissez autour de cette table, les chères auditrices, chers auditeurs également, des candidats sont coincés sur une île déserte, en équipe, sans abri ni nourriture. Et pour survivre, ils doivent concourir dans des épreuves, disputer des épreuves pour gagner de quoi manger, obtenir du feu, gagner du confort, tout ça. Alors, ça a commencé après, très rapidement, aux États-Unis. Et effectivement, aux États-Unis, les LGBT ont été présents dès le départ. C'est une assez bonne surprise quand j'ai fait mes recherches de découvrir ça. Avec, pour la blague, dès la première émission, on a découvert Sonia, première candidate lesbienne de la toute première émission Survivor aux États-Unis et qui a également été éliminée en premier. Donc évidemment, elle n'a pas fait très long feu, donc on ne peut pas dire qu'en termes de représentation, elle ait pu vraiment montrer quoi que ce soit. Et les femmes lesbiennes ou LGBT dans Koh-Lanta Survivor, c'est pas trop ça malheureusement, vous n'allez pas en entendre beaucoup parler ce soir, j'en suis désolé, mais elles n'ont pas fait beaucoup de parcours, alors que toujours cette première édition de Survivor, c'est Richard Hatch qui a été le premier gagnant. Oui, le tout premier gagnant du tout premier Survivor aux États-Unis est un homme ouvertement homosexuel. Il était ouvertement gay dans le programme, les spectateurs le savaient. Et c'est lui qui a effectivement gagné parce qu'il était très stratège, très malin. Et c'est comme ça que Survivor lançait sa toute première saison. Et maintenant aux États-Unis, on en est au moins à la saison 30 ou 40. C'est un succès dingue. Ça a été suivi par beaucoup d'autres représentations LGBT, un Todd Herzog qui pour le coup était un jeune gay qui a participé à Survivor China et qui a également gagné sa saison, donc félicitations à lui. Tai Trong qui est un homme vietnamien installé à San Francisco de 51 ans, qui a échangé un baiser gay avec son mari directement dans l'émission quand il est venu lui rendre visite sur l'île et qui s'est illustré en plus dans 2 saisons, donc on se trouve en plus vraiment sur une vraie diversité, donc on peut dire bravo à Survivor aux États-Unis. Et en 2022, il a fallu être patient. C'est la première fois cette année, évidemment, vu que c'est évidemment très politique et que les Américains aiment bien être à la fois très engagés dans les questions woke et progressistes, et puis en plus ça fait de l'audience également. Ils aiment bien un peu surfer sur tout ce qui marche un petit peu, tout ce qui fait un petit peu parler. Ce qui fait débat, il y a eu le premier candidat transgenre, Jackson Fox. C'est la première fois dans Survivor qu'il y a eu un candidat ouvertement transgenre dès le début de la saison. Mais alors pourquoi j'insiste sur dès le début de la saison ? Parce qu'il y avait eu en 2017 déjà un candidat transgenre qui a été outé par un autre candidat pendant le conseil. Un autre candidat lui a dit « Oh là là, oui, mais en même temps, il faut éliminer ce candidat, Zeke Smith, parce qu'en fait, il nous a menti sur ses capacités, ses compétences. En fait, c'est pas vraiment un homme, c'est une femme. » Enfin, vous imaginez tous les discours absolument horribles et transphobes que je vais pas répéter pour le bien-être de nos auditrices et auditeurs trans. Voilà, parce qu'il y a des horreurs qu'on entend tout le temps, mais voilà. Et donc, c'est un petit peu la rédemption de Survivor, heureusement, à ce niveau-là. Ça avait fait beaucoup débat, à l'époque. En France, Koh-Lanta arrive en 2001 sur TF1, exactement le même concept. On change juste le titre. Et il y a eu également pas mal de candidats et candidates LGBT, mais qui ont un peu plus tardé à venir et surtout qui n'étaient pas ouvertement LGBT dans le programme, comme Clémence, dont on a beaucoup parlé récemment, qui est en couple avec une femme, qui est maman, mais qui pendant le programme n'avait pas fait son coming out, puisque elle-même à l'époque ne se savait pas LGBT, elle s'identifie peut-être comme bisexuelle puisqu'elle était en couple avec un homme à l'époque. Mais ensuite nous avons eu par exemple Gabriel qui lui pour le coup était ouvertement gay dans l'émission. Il s'est confié à notre candidat, il a fait son coming out, c'est un moment très touchant et qui en plus est policier, donc on est sur une représentation beaucoup plus complexe. Et enfin il y a eu Cyril plus récemment. Cyril, nous allons l'entendre parce que ceux qui parlent le mieux d'être LGBT dans Koh-Lanta, ce sont les gens qui y ont participé. J'ai emprunté cet entretien au média Paint, créé par les jumeaux Aline et Cédric Féto, que je vous invite à retrouver sur Instagram, qui font du très bon travail. Et donc, je laisse Nathan lancer cet extrait d'interview. Je suis avec Thomas depuis des années maintenant, et je me voyais pas en fait l'occulter ou occulter cette partie de ma vie. C'était juste impossible, vu que j'assume mon homosexualité de façon très simple et très fluide, on va dire, au quotidien. Tu penses évidemment à comment tu vas présenter aux autres aventuriers le fait que tu sois homosexuel. Moi, j'ai voulu l'aborder de la façon la plus lambda et banale possible. On a fait un tour
tour de feu, on va appeler ça comme ça. Et j'ai juste dit, voilà, je m'appelle Cyril, je vis à Paris, j'ai 37 ans, je suis designer, je vis en couple avec Thomas et je fais du water polo. La seule blague qu'il y a eu, c'est Cindy qui a dit ah mais Thomas c'est le mien, parce que son mec aussi s'appelle Thomas. Donc en fait, voilà, tout est passé de façon très limpide. Je l'ai annoncé de façon simple, ils l'ont reçu de façon simple, et ça s'est très bien passé. Être seulement le 3e candidat ouvertement homosexuel présenté, c'est vrai que c'est très peu, je trouve, sur plus de 350 candidats, alors qu'on le sait, il y en a eu. Peut-être qu'il y a un manque de confiance de certaines personnes qui avaient peur de faire ça, de le dire. Moi, quand on m'attaquait sur les réseaux sociaux, puisque j'ai été attaqué, c'était surtout sur ma sexualité. Des choses très violentes, très dérangeantes même, qu'on n'accepterait pas dans le quotidien. Je vois pas pourquoi on aurait à l'accepter sur les réseaux. Dans Koh-Lanta, tu es dans un manque global de tout, c'est-à-dire de tous tes repères, de tout ce que tu es, du confort quotidien, et puis tu as quand même des gens qui veulent t'éliminer, donc tu es dans le stress global, total, et tes seules références sont pas là, quoi. Ils ont disparu. Avoir le coup de téléphone et le fait que Thomas vienne sur place, c'est un réconfort, mais dont on n'a pas idée, en fait. Le coup de fil m'a réconforté, m'a permis de me repositionner dans le jeu et de me dire que je vais aller loin, que je vais y arriver, parce que j'étais rassuré. Et le fait qu'il soit là, c'était une fierté, parce que j'étais très content de représenter ça au public sur TF1 à une heure de grande écoute, et que ce soit mon mec, notre amour soit montré comme ça de façon égale aux autres. Et puis je remercie la prod d'avoir pu créer ce moment qui était très très fort. Et voilà, donc interview de Cyril de Koh-Lanta, retrouvant l'intégralité sur le YouTube de Paint. Ensuite, en 2021, pendant que nous étions semi-confinés, Vincent a bien tenu le coup, et en plus c'était très très beau de voir cette représentation d'un garçon très féminin, qui assumait ce côté féminin, son homosexualité, tenir la distance dans plusieurs épisodes de Koh-Lanta, suivi cette année par Mathéo. Bon, Mathéo malheureusement a fait peu d'émissions, mais il a été éliminé rapidement, mais il était quand même jeune, danseur professionnel, et c'était bien pareil intéressant et assez inédit de voir un danseur qui est pareil, assumé son côté féminin, mais qui était en même temps très endurant, qui a été très 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 coriace dans des épreuves physiques très exigeantes. Et c'est pour ça que je voulais conclure l'importance de la télé-réalité avec Koh-Lanta, parce que Koh-Lanta a pu nous montrer et a montré aux spectateurs sur TF1, alors de grande écoute, une émission très populaire qui est à raison de 2 saisons par an, qu'on pouvait être drôle, courageux, fort, débrouillard, sportif, audacieux, manipulateur, déterminé et endurant. Et ça, c'est pas rien, parce qu'on ne l'avait jamais vu jusque-là. Et oui, les LGBT aussi peuvent être des aventuriers à la Indiana Jones ou à la Lara Croft. Et ça me rend très triste de l'avouer, la télé-réalité a fait bien mieux qu'un art qui m'est très cher, à savoir, cher Brahim, le cinéma. Et oui, un gros point pour la télé-réalité qui a su montrer très tôt que les LGBT étaient plus que le sida, l'homophobie, le coming out, tomber amoureux d'hétéros cisgenres et le suicide. Et ouais. Ce que a montré la télé-réalité comme Koh-Lanta, c'est qu'être LGBT, c'est être comme nos consoeurs et confrères hétéros. Nous aussi, on peut être perfide et éblouissant. Merci David Alphen, et on va terminer donc avec Valérie Beau. J'écris ton nom, elle écrit le nom du festival, 28e festival Chéri Chéri. Oui, Valérie. Justement, je vous invite au cinéma. Alors, le festival se termine demain soir. Nous serons d'ailleurs à la cérémonie de clôture et on vous parlera certainement des prix. Alors, j'ai choisi de vous parler de Blue Jean et je me rends compte à quel point ce film est dans l'actualité. C'est un premier film de Georgia Oakley. Le film a reçu le prix du public Giornate degli Autori à la Mostra de Venise en septembre dernier. Alors, Georgia Oakley revient sur la clause 28 au Royaume-Uni sous le gouvernement Thatcher qui visait à interdire la promotion de l'homosexualité dans les écoles britanniques. Ça nous rappelle quelque chose aujourd'hui. Abrogée dans son intégralité seulement en 2004, cette loi a encouragé une culture durable de la honte et de l'homophobie en milieu scolaire, avec des enseignants impuissants à intervenir sous peine d'être dénoncés. Dans sa note d'intention, la réalisatrice précise: en 1988, furieuse à cause de la proposition de la loi clause 28 de Thatcher, un groupe de lesbiennes sont descendues en rappel à l'intérieur de la Chambre des Lords en exigeant que les droits des personnes gays britanniques soient protégés. La culture du silence propagée par cette loi qui empêchait les établissements scolaires et les pouvoirs publics de faire promotion de l'homosexualité a eu des effets dévastateurs sur ma génération.
Mon inspiration à faire ce film me vient à la fois de ma compréhension personnelle de l'homophobie intériorisée que du désir de faire exister dans les mémoires de ces professeurs qui se sont battus contre la stigmatisation et la diffamation qui a eu lieu sous la clause 28. En tant que scénariste, je voulais pointer du doigt les petites choses qui empêchent Jean, l'héroïne, de dormir la nuit, afin de dénoncer plus largement l'homophobie, le patriarcat et la lutte des classes qui ont fait rage pendant les années 80, comme elles le font toujours aujourd'hui. Je voulais montrer que quelqu'un comme Jean pouvait vouloir participer à des actions militantes, mais ne pouvait pas s'exposer à cause de son métier. Toutes les enseignantes à qui nous avons parlé et à qui nous ont dit la même chose, du genre « ça me pourrissait la vie ». Et pourtant, je ne pouvais pas manifester de peur de passer à la télé et être renvoyée. Alors, quelques commentaires personnels sur ce film. C'est un film sensible et puissant. Il cerne les mécanismes d'enfermement d'un système qui emprisonne, à se terrer dans le silence, à cacher sa vie, à vivre dans le stress permanent d'être débusqué. Jean est traquée insidieusement par une société homophobe au pouvoir et fait peser sur elle une charge mentale immense et permanente, jusqu'au renoncement de soi. C'est un engrenage quotidien dans lequel on se sent piégé, qui est montré par des exemples tout simples, où Jean est paniquée si Viv, son ami, lui téléphone au travail. En bruit de fond dans la salle des profs résonnent les débats parlementaires qui la terrorisent. Taire sa vie est une question de survie sociale. Les shows esthétiques nous offrent des images travaillées avec intelligence. Georgia Oakley les détaille. Nous avons toujours voulu tourner en 16 mm avec une légère saturation de l'image. Nous voulions créer un langage visuel inspiré par les classiques de l'époque et ne pas en avoir une vision fantasmée. Et pour terminer, la comédienne Rosie McEwen est sublime dans ce rôle de Jean. Ça le comble. Le film a été vivement applaudi, Sidney acclamé à sa projection au festival Chéri Chéri. Alors j'ai pris contact avec le distributeur. Sa sortie est annoncée pour le 19 avril prochain et dès à présent, je les ai invités à se joindre à nous si c'était possible. Vivement d'ailleurs, et ce sera possible. Merci Valérie. Tu as vu d'autres films Eh bien, j'y serai demain soir pour Immensita avec Penelope Cruz, donc je m'en réjouis. Convaincu, vous irez voir ce film, à moins que ce soit déjà fait, David ? Non, je ne l'ai pas vu, mais écoute, ça me donne envie. Après, je suis très intrigué par ce format 16 mm. Ça va donner une texture du film très particulière, donc très envie de le voir. Deux petits mots concernant le film Le Lycéen. Vous étiez deux à le voir. David, dis-nous un peu, fais-nous un petit résumé avant de... Oui, tout à fait. On s'est croisés au festival Chéri Chéri, Brahim, Antoine et moi, il y a quelques jours. Et je suis sorti avec mon compagnon du film de la salle très 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 enthousiaste. Nous on a beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché. Moi l'histoire sur le deuil m'a énormément touché. J'ai passé un très très bon moment. J'ai trouvé l'acteur très très bon. Je trouvais que l'homosexualité était banalisée et très bien racontée. Alors qu'effectivement, il y a une chose une scène de sexe qui m'a un peu troublé parce que les personnages sont censés être mineurs. Bon, les acteurs sont majeurs, donc ça va. J'ai trouvé la scène un peu crue pour des personnages qui sont censés être quand même très très jeunes. Mais le film m'a énormément touché, m'a marqué et j'ai passé un très bon moment et j'aurais même effectivement envie de le revoir. Alors que je sais qu'effectivement, en vous croisant, la vie d'Antoine était beaucoup plus, beaucoup moins enthousiaste. C'est vrai. J'ai trouvé ce film détestable. Vraiment insupportable. J'avais hâte de voir le mot fin à l'écran. Donc, effectivement, on n'est pas du tout du même avis. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des appels, mais absolument abusifs, voire racoleurs, presque grossiers à l'émotion. Ça m'a vraiment... C'était lourd à supporter. J'ai trouvé que les faces caméra étaient insupportable aussi de racolage, de déballage, d'émotions mal maîtrisées. Enfin, tout est lourdingue, tout est appuyé. Et alors les scènes de sexe, alors là c'est le comble. Elles sont nombreuses, elles sont ennuyeuses et esthétiquement elles sont nullissimes. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, allez-y. Mais comme Valérie nous a demandé en introduction, elle nous a dit est-ce que je peux aller voir le film ? Elle voulait, effectivement. Eh bien, on lui a dit vas-y, parce qu'en fait, que les gens détestent ou que les gens adorent, et c'était vraiment comme ça à la sortie du film. Effectivement, le film ne laisse pas indifférent. Donc rien que pour ça, allez rendre une petite visite à Christophe Honoré en salle. Voilà, il va falloir tous en faire sa propre opinion. Merci. Ton invité, si tu pouvais nous rappeler. Donc, Oui, nous avons eu le plaisir de recevoir Sylvie Lee pour la conception de Léo avec la PMA aux éditions 30 litres Lingua. Merci d'avoir répondu à l'invitation, Sylvie. Tu parlais de Julien, de foot. Ouais.
au Qatar. Eh bien oui, on a parlé de football au Qatar et puis de la FFF qui nous représente très mal, la patrie des droits de l'homme, on va dire. Merci, à bientôt. Étienne, mon femme. À bientôt, oui, peut-être la semaine prochaine. Ouais, effectivement, j'espère. En tout cas, je fais toujours semblant d'hésiter un peu parce qu'il adore ça. Nous avons été vraiment ravis de vous savoir à l'écoute et on vous donnera rendez-vous très très vite, à lundi prochain et dès mercredi en podcast. Oui, David. Et évidemment, j'ai inscrit toute l'équipe de Momicro à la prochaine saison de Koh-Lanta. Donc, je vous souhaite à peu près la première équipe LGBT de Koh-Lanta. Donc, commencez à bien manger, à faire du sport. On va en avoir besoin. Merci aussi pour la réalisation en ce qui concerne notre ami, comment s'appelle-t-il déjà ? Nathan. On t'embrasse. Oui, on n'allait pas voir le lycéen. Allez voir le lycéen. À bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao. Hey ! Oh non ! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.